Bonsoir, bienvenue sur Studirama TV pour ce live, donc ce soir consacré au séjour linguistique. Donc si vous envisagez un séjour linguistique, bien c'est le moment de venir nous poser toutes vos questions directement sur le live, sur le chat, sur le site www.studirama.com. Donc pour ce live ce soir, je reçois monsieur Alain Brion, qui est le gérant d'AILS Séjour Linguistique, donc un organisme de séjour linguistique. Donc merci de nous avoir fait cet honneur. Merci. Et je pense que vous allez nous éclairer parce qu'il y a eu déjà beaucoup de questions d'internautes sur le sujet. Alors déjà, moi j'ai envie de vous dire, la question de base, c'est quoi un séjour linguistique? Parce que je pense qu'il y a des mythes et légendes un peu autour de ça, donc si vous pouviez juste un peu nous redire ce qu'il en est. Bonsoir, je vous remercie de m'accueillir. Alors c'est vrai que le séjour linguistique c'est assez vaste comme domaine et puis on ne le connaît pas toujours très bien, notamment en France. Ça regroupe pas mal de choses. C'est quand même basé essentiellement sur des cours de langue, donc à l'étranger en immersion. Notre corps de métier, chez nous à ILS, c'est vraiment l'apprentissage de la langue étrangère dans le pays. Donc avec, je dirais, une structure sérieuse et solide du côté académique, cours de langue, et puis l'immersion dans le pays, donc aussi découverte du pays, de la culture et de tout ce qui va avec. On peut éventuellement voyager autour de cela et communiquer dans la langue du pays avec les locaux. Donc du coup, il y a différentes formules qui existent. Vous pouvez nous les rappeler, par exemple, lesquelles vous proposez ? Alors, il y en a, oui, il y a une palette qui est à nouveau assez importante. Il va y avoir déjà plusieurs langues, puisque nous proposons plusieurs langues. Dire, oui. On pense souvent à l'anglais, parce que c'est vrai que c'est une langue qui maintenant est beaucoup demandée et donc beaucoup apprise. Mais nous proposons donc l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le russe, le chinois, le japonais, etc. C'est-à-dire que voilà, c'est très large. Exactement. Et puis parmi ces différentes langues, il y a différents programmes proposés. C'est-à-dire que ça va être, si on parle de l'anglais, qui peut s'appliquer aux autres langues, l'anglais général, l'anglais plus spécifique comme de l'anglais des affaires, l'anglais exemple marketing, finance, des combinés de cours d'anglais avec des stages en entreprise, avec des jobs dans les pays qui le permettent. D'accord. Et puis nous avons créé aussi, il était important pour nous de nous mettre à la place des gens qui allaient nous contacter et de voir un petit peu les besoins qu'ils avaient, qui peuvent évoluer selon les époques, puisque selon le marché du travail, etc., tout ça évolue. Alors du coup, en fait, on vient vous voir et on prend conseil, c'est-à-dire on vous expose un peu notre situation. Voilà, moi je suis étudiant en marketing et je veux acquérir des notions plus poussées d'anglais marketing, c'est ça? Voilà, il s'agit en fait d'adapter le séjour linguistique aux besoins de la personne. Exactement. Alors, AILS a pour but de renseigner et ce que l'on aime aussi, c'est que, comme je vous le dis, on aime bien se mettre à la place des gens et de savoir ce qui les intéresse et la manière dont ils aimeraient avoir l'information. C'est-à-dire que nous aimons avoir des bureaux, des agences de proximité. C'est pour ça qu'en France, nous avons un bureau à Paris, mais aussi à Lyon, à Nice, à Bordeaux, à Nantes. Et donc les gens peuvent venir nous voir parce que souvent déjà ça les rassure, plutôt qu'être au téléphone ou par email. Oui, c'est sûr, c'est important. Et effectivement, le but étant d'analyser leurs besoins linguistiques, leurs objectifs, et puis selon cela, de pouvoir les conseiller par rapport à tel ou tel programme, par rapport à la durée du programme, et puis par rapport à la destination aussi. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, le programme c'est un cours de langue, mais c'est aussi vivre sur place quelquefois plusieurs mois, puisque les programmes vont aller de 2 semaines à une année scolaire. Et voilà, donc ça peut être assez long. Et donc, ça doit être intéressant à tous les niveaux. Alors, j'en profite, du coup, vous parlez de séjour dans le pays, évidemment. Est-ce qu'il y a possibilité de faire un séjour dans un pays dont on ne va pas forcément apprendre la langue ? Je sais pas, je pense notamment à Malte où on parle anglais. Est-ce que c'est le genre de formule que vous proposez? Est-ce que vous en avez d'autres un peu comme ça, originales, où on va dans un pays, voilà, où c'est pas dans lequel on pensait apprendre la langue qu'on vise, et on peut y prendre des cours pourtant? Mais ça fait donc partie aussi de notre métier et de nos conseils. Donc effectivement, à Malte, on apprend l'anglais et on peut bien apprendre l'anglais. Alors c'est vrai qu'il y a une autre langue officielle qui est le maltais, mais les gens parlent très bien anglais, le parlent couramment.
Donc il y a cet exemple-là. Alors c'est un exemple, je dirais, qui ne se reproduit pas très souvent, parce que bien souvent il n'y a qu'une langue officielle dans les pays, mais ça existe. Le but étant toujours vraiment de l'immersion, hein, c'est-à-dire d'apprendre la langue du pays dans le pays. Alors, pour ça, justement, on n'a pas parlé des formules en soi. Moi, j'ai entendu parler du one-to-one, du séjour dans la famille. Vous pouvez revenir justement sur ces formules et les expliquer pour nos internautes? Donc, sur les différentes formules que l'on a. Tout à fait. Donc, comme je vous disais, il y a la formule plus classique et souvent demandée, puisque on a souvent besoin de progresser, en tout cas dans un premier temps, à ce niveau-là, c'est-à-dire la langue générale. D'accord ? Et puis après, on a des formules que l'on a mises en place parce que ça nous semblait important de pouvoir, par exemple, faire une année scolaire à l'étranger, donc de septembre à mai ou juin, de pouvoir combiner, par exemple, un de nos programmes, c'est la possibilité de combiner des cours d'anglais, donc pour arriver à un certain niveau, puis de pouvoir ensuite faire un terme universitaire aux États-Unis, on peut le faire également au Canada et en Australie, ce qui veut dire qu'après 4 mois de cours intensifs d'anglais, on intègre vraiment un cursus universitaire sur un semestre qui est donc là de 5 mois, ce qui permet de se tester dans un domaine particulier que l'on souhaiterait continuer par la suite, soit dans le pays, soit en France, puisque l'on peut obtenir un certain nombre de crédits aussi, que l'on peut utiliser par la suite, selon le domaine que l'on choisit. Donc ça, c'est un exemple. On a mis en place aussi des années scolaires où l'on peut combiner 2 destinations et 2 langues, donc 3 mois, 6 mois. Selon l'importance que l'on attribue à chaque langue que l'on souhaite faire. Il y a aussi la possibilité maintenant parce que là on parle souvent dans ce que je décris de programme adulte, mais on peut aussi avant ça, c'est-à-dire dès l'âge de 16 ans, faire une année scolaire en Angleterre, où l'on intègre un programme qui est plus spécifique, c'est-à-dire déjà commencer soit à apprendre un métier, soit se spécialiser pour continuer à l'université en Angleterre ou dans d'autres pays. C'est vrai que certains lycéens font ça pendant leurs vacances, notamment en seconde, première ou terminale, pour se booster en anglais ou en allemand, en espagnol. Je parle des langues les plus communément suivies au lycée, suivent un séjour linguistique pour ces raisons-là. Exact. Donc là, je parlais plutôt des années scolaires, enfin de ces programmes-là qui couvraient cette durée-là. Mais effectivement, comme vous le dites, il y a aussi des programmes qui vont être plus courts, c'est-à-dire 2 semaines. Alors ça se fait, on peut faire ce type de programme toute l'année. C'est-à-dire qu'il y a très peu de vacances. Les écoles spécialistes dans ce domaine ont très peu de vacances, ce qui permet aux gens de tout pays, puisque en fait les écoles dans lesquelles vont les personnes qui passent par nous accueillent des gens qui viennent du monde entier. Donc ce qui veut dire qu'il faut que les programmes soient adaptés aux différentes vacances, que ce soit dans l'hémisphère sud ou l'hémisphère nord. Donc ils se retrouvent là en immersion dans le pays, mais aussi avec des gens qui parlent différentes langues, donc ils vont se retrouver à parler avec ces gens-là, avec la langue commune, c'est-à-dire l'anglais par exemple, s'ils sont en Angleterre. Mais justement, on a un des internautes, Caracal, qui posait la question, est-ce que dans les écoles dans lesquelles vous envoyez les étudiants ou les jeunes, il n'y a que des Français dans les écoles dans lesquelles on heureusement va... non. Heureusement non. Pas le but. Non, c'est surtout pas le but. C'est surtout pas le but. Alors c'est vrai qu'après ça c'est notre métier de sélection d'écoles partenaires, puisque AILS en fait sélectionne les écoles avec lesquelles on va travailler. C'est-à-dire que régulièrement on va sur place pour visiter les écoles. Et puis au préalable, avant de travailler avec une école, c'est qu'on est allé les voir sur place, c'est qu'on les connaît très bien, puisqu'on veut être justement sûr, et ça fait partie d'un des critères que l'on met en avant pour travailler avec ces écoles-là, c'est qu'il n'y ait pas trop de francophones. Ça, c'est surtout un des buts. Le but n'étant pas de se retrouver sur place comme on pourrait se retrouver en France, à prendre des cours de langue en France, parce qu'il y a de très bons cours de langue en France. Par contre, c'est vrai que l'immersion est quand même moindre. Donc, oui, tout à fait. Voilà, c'est pour ça qu'on donne priorité à ça. Donc l'immersion, j'ai un taux de francophones peu important, qui va aussi être différent selon la destination et les villes, puisque les francophones vont fréquenter plus ou moins telle ou telle destination. Et puis après, parmi les critères de sélection que l'on utilise pour travailler avec une école, ça va être le fait que les écoles soient accréditées par des organismes internationaux, c'est-à-dire qui leur donnent une garantie de qualité. Ces écoles sont auditées régulièrement pour les cours dispensés, pour le diplôme des professeurs, les hébergements qu'ils proposent, puisque on n'en a pas encore parlé, mais les écoles avec qui on travaille et nous donc proposons les cours, mais aussi l'hébergement, qui peut être sous différentes formes. Oui, des formules un peu tout inclus. Famille d'accueil,
résidence, colocation, résidence sur des campus universitaires, notamment aux États-Unis. Et puis après, comme je vous disais, on va visiter sur place. Voilà. Puis on reviendra peut-être sur ILS plus particulièrement. Là, vous parlez des écoles de la vérification des écoles. Maintenant, la question des internautes, et moi j'ai une petite fille, je ne dis pas que peut-être un jour elle ne fera pas un séjour linguistique. Comment on choisit? Parce qu'il y a ILS, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des organismes qui proposent ce genre de séjour. Comment on choisit? Est-ce qu'il y a un comparatif? Est-ce qu'il y a un label de référence? Comment on fait? Alors, c'est vrai que c'est pas toujours facile, comme dans beaucoup de domaines. Maintenant, on a accès à l'information et aux différentes entreprises par le web, beaucoup. Alors, c'est très bien, parce que c'est vrai que c'est un accès qui est plus direct, on a l'information immédiatement. Par contre, parmi tout cela, il faut choisir, ce qui n'est pas toujours facile. Donc, comme je vous disais, comment on choisit ILS notamment par, je dirais, la qualité des écoles que l'on a. Également par le fait que nous, en France, on est accrédité par un organisme qui s'appelle l'Office, d'accord, Office national. Et dont d'autres organismes comme le vôtre exactement, font partie. Font partie. Pour faire partie de ce type de l'Office, puisque l'on parle de l'Office, ils viennent nous auditer au préalable avant qu'on puisse être accrédité par eux. Et puis, on doit respecter une charte de qualité et on est audité régulièrement. D'ailleurs, cet été, ils sont allés auditer un de nos programmes juniors, pour les plus jeunes, donc encadrés, pour voir ce qu'il se passait et vérifier la qualité du programme. Donc, il y a déjà ces deux choses. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure aussi, c'est qu'on aime pouvoir rencontrer les gens. C'est-à-dire que notre grand plaisir, c'est d'avoir quelqu'un qui vient nous voir, prenne rendez-vous ou pas, qui vient nous voir à l'agence. Comme ça, on peut prendre le temps de bien... on peut le faire aussi au téléphone, mais forcément, le contact est différent. Ils viennent à l'agence, on prend le temps de bien discuter de leur projet, de voir ce qu'ils souhaitent faire, de leur donner les conseils, les informations qui nous semblent être les plus appropriées pour eux. Et puis, on leur montre des photos des endroits, des villes également. On leur explique aussi la ville, puisque ce que l'on fait également, et parmi tous nos conseillers, c'est qu'on va régulièrement donc sur place aussi, donc pour voir les écoles, comme je vous le disais tout à l'heure, mais également l'endroit. Parce que c'est vrai que quand on va passer, je ne sais pas, 4 mois sur place... Oui, tout à fait, on va y faire des choses. On aime savoir ce qu'on peut y faire, comment ça se passe, et donc on explique tout ça à l'agence et puis après par différents moyens de communication. Alors, on a des questions de jeunes qui, je pense, sont motivés, mais sont un peu angoissés. C'est-à-dire, une fois là-bas, j'ai pris la formule famille. Je me retrouve dans une famille d'accueil avec laquelle je n'accroche pas du tout. Ou alors, ça se passe bien avec la famille, mais avec le prof ou les profs à qui j'ai affaire, ça ne va pas du tout. Je me sens un petit peu perdue, je suis loin de ma famille. Voilà, il peut y avoir ce genre d'angoisse. C'est quoi les conseils que vous pouvez donner? Comment vous préparez les jeunes pour ça? Alors, l'appréhension ou l'angoisse, je dirais, il y en a une qui revient très souvent parce que c'est vrai que c'est un projet, puis ça peut être un projet de vie, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui partent plusieurs mois, etc., partent dans différentes circonstances. C'est-à-dire que ça peut être après des études parce qu'on veut améliorer son niveau dans le but de travailler. Ça peut être à 20 ans. Ou à 25, ça peut être à 40 parce qu'on veut changer de carrière. Donc c'est vrai, voilà, ça fait partie aussi d'un processus. Pas les mêmes appréhensions, exactement. Mais il y en a une quand fois. même. Donc pour revenir à votre question sur les familles d'accueil, je dirais que sur place, le fait de ne pas se sentir bien dans une famille, ça ne devrait pas se passer. En tout cas, chez nous, on essaye que ça ne se fasse pas du tout, dans le sens où on questionne les gens suffisamment à l'avance, et notamment lors de leur inscription, pour choisir le profil de famille qu'ils souhaitent. Alors, c'est vrai que plus on est à l'avance, mieux c'est pour ça, pour une question de disponibilité, mais on leur demande un certain nombre de critères pour sélectionner le type de famille qu'ils souhaitent. D'accord, voilà. pour que le profil soit bien adapté, voilà, que des gens qui aient un peu les mêmes goûts, les mêmes centres d'intérêt. S'ils souhaitent une famille avec, par exemple, des enfants de leur âge, s'ils souhaitent faire des activités avec la famille plus spécifiques, enfin, ce genre de choses, régime alimentaire, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais tout ça, on le demande, effectivement. Oui. Une question de Solilou, qui visiblement est une grande débutante en langue. Est-ce qu'il faut
du coup maîtriser, alors je sais pas, avoir même un niveau 6e, 1 ou 2 années de langue, par exemple on va reprendre l'anglais typiquement, est-ce qu'il faut déjà un peu maîtriser l'anglais ou est-ce que les grands débutants qui n'ont jamais pratiqué une langue et qui veulent se lancer en chinois ou en russe, que sais-je, il y a des séjours linguistiques pour les grands débutants aussi? Oui, il y en a. Alors, je dirais régulièrement, les gens qui nous contactent ont déjà une base plus ou moins importante de la langue qu'ils demandent, parce ils l'ont appris à l'école en partie, etc. Mais il y a des gens, effectivement, qui veulent débuter une nouvelle langue et il y a des cours spécifiques pour les débutants. Donc, dans toutes les écoles avec lesquelles nous travaillons, il va y avoir un test, de toute façon, le premier jour des cours, d'accord ? Donc, pour que la personne soit dans... D'accord, vous testez le niveau. Exactement. Alors, on le teste au préalable, si besoin est, parce qu'on n'a pas forcément besoin de le savoir au préalable, mais notamment pour les débutants, on a besoin de le savoir, parce qu'il y a des écoles qui ont certaines dates de début de cours, d'accord ? Donc, il y a des classes pour eux. Et puis, sur place, quel que soit le niveau, il y a aussi un test pour placer la personne dans une classe de son niveau. Et régulièrement, je dirais, pour généraliser, toutes les 4 à 6 semaines, il va y avoir des tests pour justement suivre l'évolution du progrès de chacun et pour qu'ils puissent passer dans le niveau requis. D'accord ? Donc il y a une évolution que ce soit sur 2 semaines ou que ce soit sur plusieurs mois. Alors on parle de durée depuis tout à l'heure et on a un internaute qui en direct nous a posé la question, en effet, c'est quoi la bonne durée d'un séjour linguistique ? C'est une bonne question. Je dirais que la bonne durée, c'est selon l'objectif de la personne. C'est-à-dire pourquoi elle part là-bas, quel niveau elle veut atteindre en fin de séjour et quel niveau initial elle a. D'accord ? Donc il n'y a pas une bonne durée précise. Hein. Exemple, quelqu'un qui a un niveau élémentaire, c'est-à-dire on va dire A2 en norme internationale, et qui veut parler couramment l'anglais, par exemple, on va plutôt préconiser un cours qui va être de 25 heures par semaine sur 6 mois. Voilà. Mais effectivement, ça s'adapte totalement à ce que la personne va nous demander, ce qu'elle veut faire par la suite, ce qu'elle veut atteindre. Du projet, bien sûr, exactement. Vous avez raison, l'objectif. Oui. Alors, le séjour linguistique compte un coût et souvent ça pose questionnement aux jeunes, à leurs parents, etc. On a des internautes qui nous disent combien d'argent il faut mettre de côté. Alors, plus précisément, j'ai envie de vous dire, c'est un coût certain. Qu'est-ce que ce coût inclut ? Pourquoi ça coûte aussi cher ? Parce qu'on peut le dire quand même, hein, c'est des choses qui ne sont pas données. Après, moi, je comprends évidemment, puisque on va à l'étranger, on est logé, on a des cours. Donc, est-ce que le coût comprend également l'assurance pour le jeune ? Voilà, est-ce qu'on peut expliquer l'investissement réalisé ? Alors ça peut l'inclure. C'est vrai, le coût, je dirais, initial, c'est le coût du cours qui, comme vous dites, inclut quand même pas mal de choses. Hein. C'est-à-dire un cours dans une école avec un professeur diplômé, etc. Inclut le logement, donc que l'on va choisir selon la formule qui semble être la mieux, en tout cas, et ce qu'on va conseiller, nous, pour la formule la plus adaptée. Et puis, par ailleurs, il peut y avoir une assurance qui va être une assurance maladie. Et il y a certains pays qui le demandent plus ou moins parce que les frais médicaux sont plus élevés, par exemple aux États-Unis ou au Canada. Il peut y avoir également soit le matériel pédagogique est inclus, soit quelquefois il faut le payer sur place. Je dirais globalement c'est tout pour le programme en lui-même. Et après il y a tout le budget annexe, le budget loisir. Alors le premier budget, on le sait parce qu'on l'a immédiatement, selon ce que l'on va choisir. Le budget loisir, il est plus ou moins large selon ce que va dépenser sur place la personne. Donc ça aussi, on l'indique sans problème, par rapport au centre d'intérêt des gens, par rapport à ce qu'ils souhaitent faire sur place. Et ça, donc, on peut le conseiller facilement. Est-ce qu'il y a des pays justement qui sont un peu moins chers ? Enfin, quel est le pays, plutôt en résumé, quel est le pays qui a le meilleur rapport qualité-prix ? Bonne question. Alors, ça fluctue, ça évolue, puisque ça dépend aussi des taux de change, puisqu'on va à l'étranger, donc ça dépend des taux de change. C'est vrai qu'il y a un pays dont on a parlé tout à l'heure, auquel on ne pense pas toujours, mais c'est vrai que Malte, je dirais, a un bon rapport qualité-prix. Il y a également un autre pays qui n'est pas tellement demandé pour les Français, qui est demandé par d'autres nationalités, mais peu, l'Afrique du Sud. Est d'un bon rapport qualité-prix, pardon. Et puis après, le prix, bien sûr, c'est une chose,
mais il faut voir aussi ce qu'inclut un prix, hein, puisque il y a parfois des gens qui nous contactent et qui nous disent ah ben voilà, vous m'avez annoncé tel prix, vous avez fait un devis pour tel programme, j'ai vu autre part tel autre prix, ce prix-là semble moins cher. Ce que je leur dis souvent, voilà, c'est ce qui me pose comme question. Je leur dis souvent, alors on va regarder, si vous voulez bien, ce qui inclut les deux choses, parce que dans ces programmes-là, il y a un certain nombre d'heures de cours qui n'est pas forcément le même d'une école à l'autre, et donc d'une agence comme la nôtre, à ILS, à une autre agence. Il y a un logement qui inclut non plus pas forcément les mêmes choses, c'est-à-dire que, par exemple, en famille d'accueil, on a régulièrement de la demi-pension. Quelquefois la pension complète, donc forcément ce n'est pas le même prix qu'une demi-pension. Et puis dans tout ce qui est résidence étudiante, campus, quelquefois c'est petit déjeuner, demi-pension, pension complète. Donc voilà, il faut vraiment analyser les coûts. On parlait tout à l'heure du budget annexe au prix du séjour en lui-même. Là aussi, ça influe, le contenu du programme va avoir une influence là-dessus. C'est-à-dire que si on est logé sur un campus, comme nous on a dans beaucoup de villes aux États-Unis, on est logé sur le lieu même, à côté des cours, ce qui nous permet aussi de profiter des infrastructures du campus et de côtoyer beaucoup plus encore les Américains, par exemple, si on parle des États-Unis. L'immersion est encore meilleure. Et là, pour le coup, on a des frais de transport qui sont moindres que si on habite à 40-45 minutes, ce qui peut arriver dans une autre ville. Donc voilà, il y a tout ça à prendre en considération. Alors, on a une question un peu plus précise. On parlait des États-Unis, justement. Moumous qui demande quelle est la meilleure destination aux États-Unis pour se perfectionner en anglais. Parce que c'est vrai qu'il y a des régions, il faut y penser aussi, il y a des régions où il y a des accents assez marqués. Alors, bon, évidemment, on ne revient pas bilingue et forcément avec l'accent d'un séjour linguistique, mais quand même, vous faiêtes des recommandations particulières pour aller apprendre l'anglais et l'américain aux États-Unis. Il y a des régions, d'après vous, qui sont plus adéquates? Alors, je ne prendrais pas le problème, qui n'est pas un problème d'ailleurs, mais la chose dans ce sens-là. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, quand nous on fait une sélection d'école, on fait attention à ce type de paramètres. C'est-à-dire que on va pas forcément. Déjà, il faut qu'il y ait un intérêt pour la ville. D'accord. Comme on disait tout à l'heure, on va quand même passer du temps dans une ville, donc il faut que la ville présente un intérêt certain, présente aussi une multitude et une diversité d'activités qui soient intéressantes. C'est vrai qu'en général, les villes sont, si on parle des États-Unis, plus ou moins grandes, donc présentent ce type d'activité. Maintenant, les accents, si on est dans une école qui nous enseigne sérieusement l'anglais, ce qui est le cas pour nous, je crois que de toute façon, avec l'immersion plus les cours, on va comprendre. On va comprendre les gens sur place parce que c'est vrai qu'il y a une habitude. Je ne dis pas que ça va être dans la première semaine, parce que selon son niveau, il y a quand même un travail. Oui, une adaptation certaine. Voilà, des compétences à acquérir, plus une adaptation. Mais les gens vont comprendre. On me pose quelquefois la question par rapport à l'Écosse ou l'Irlande. On me dit qu'il y a un accent qui est assez fort. C'est vrai qu'il y a un accent qui peut être assez fort, mais il y a un accent en Angleterre, il y a un accent en Australie, il y a un accent dans les différents pays. Donc, et quand on est là-bas, le but aussi de l'immersion, c'est justement de s'habituer à cet accent et de comprendre cet accent. Donc ça fait partie du choix quelque part, la région. Exactement. Et puis, du projet. Ça fait partie aussi, encore une fois, de nos conseils par rapport au choix de la ville, de voir la ville qui va être la mieux par rapport à ce que nous dit la personne. Les questions qui reviennent beaucoup aussi portent sur tout ce qui est évidemment formalité administrative, le visa, le passeport, etc. Oui. Est-ce que vous accompagnez les gens qui passent par chez vous? Parce que ce sont souvent des choses un peu compliquées. On n'a pas toujours les bonnes infos, on ne sait pas où s'adresser, on ne comprend pas forcément ce qu'on nous demande. Donc est-ce que vous accompagnez les gens dans la composition du dossier, j'ai envie de dire, du dossier de formalité? Oui, c'est ce que l'on fait. Parce qu'effectivement, on sait que c'est peut-être une des parties les plus floues parce que le programme, on l'a détaillé auparavant, il y a notre site internet, il y a notre brochure, etc. On a discuté avec les gens. Après, on a aussi discuté des visas, mais c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident pour les gens à comprendre parce que quelquefois, ils ont vérifié sur des sites qui ne sont pas toujours, ou en tout cas pas tout en français, donc ce n'est pas toujours facile. Donc on est là pour les aider en leur expliquant déjà de vive voix, puis aussi en leur envoyant des documents, puisque pour un pays donné,
le visa n'est pas forcément le même si on fait 2 semaines de cours que 3 mois, si on fait une intensité plus ou moins importante de cours. Donc on les aide là-dessus. On leur envoie en fait un document qui leur explique la procédure à suivre, quoi faire, qui appeler, etc. Et puis si encore c'est pas tout à fait compris, on est là pour les aider. Par exemple, ce matin, j'ai quelqu'un qui est passé dans notre agence de Paris, qui va partir aux États-Unis au mois de novembre et qui est venu nous voir parce qu'il y avait encore quelques petits points qui n'étaient pas très clairs. Donc on est là aussi pour ça. Il y a beaucoup de jeunes qui envisagent le séjour linguistique comme aussi la possibilité, j'ai envie de dire, de se dépayser. Alors pas comme des vacances évidemment, parce qu'on y va pour apprendre une langue, mais c'est bien sûr on se confronte à une nouvelle culture, des nouvelles mœurs. Est-ce que là-bas sur place, si on est majeur, est-ce qu'on fait ce qu'on veut? C'est-à-dire on va au cours et après on est libre. Évidemment on rencontre sa famille d'accueil si on est en famille d'accueil j'imagine, mais comment ça se passe? Et notamment aussi du coup pour les mineurs. Par exemple je pense aux lycéens qui feront un séjour linguistique et qui sont encore mineurs. Est-ce qu'ils sont surveillés? Ils ont un tuteur? Comment ils font pour pouvoir... Alors il y a 2 types de programmes. Il y a ce qu'on appelle les programmes étudiants adultes, donc les programmes dans lesquels on a ses cours et puis en dehors des cours, dans le principe, on est libre. Parce que souvent, à partir de 18 ans et plus, on n'a pas envie, en dehors des cours, de nous dire ce qu'on doit faire. Par contre, malgré tout, s'ils ont des questions, il y a l'école qui est présente sur place. On est également là, puisque les gens peuvent s'adresser à nous par email, par téléphone, et on leur répond sans problème. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi un programme d'activité pour ces programmes étudiants adultes qui est proposé, qui est optionnel, donc on ne les oblige pas à le faire, mais qui est proposé sur place, qui est très divers. Ça peut être la visite d'un musée, à aller dans une autre ville, sur un week-end, ça peut être une soirée cinéma. Enfin, c'est ici pour les faire rencontrer les autres personnes de l'école, et puis aussi pour pouvoir avoir une découverte aussi culturelle de la ville ou même de la région dans laquelle ils sont. Donc ça, c'est pour la partie étudiant adulte. Donc oui, c'est libre, mais oui, il y a quand même un guide, une aide ou en tout cas des activités proposées sur place et des gens de référence qui peuvent poser leurs questions. Maintenant, on a les programmes juniors, donc qui ici vont s'adresser à des jeunes entre 8 et 18 ans, où là, c'est encadré. C'est-à-dire qu'on ne va pas lâcher quelqu'un à 15 ans dans la nature. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont une partie cours qui est bien souvent de 3 heures par jour. Et puis, en dehors de ça, il y a des activités, pour le coup, à choix, mais qui sont prévues et qui sont surtout encadrées. C'est-à-dire qu'ils sont encadrés par des gens du pays. C'est-à-dire si on parle l'anglais ou anglophone, l'Allemagne, germanophone, etc. Donc ils ont quand même, en dehors des cours, un contact avec cette langue qu'ils pratiquent dans le cadre des activités. Et puis, dès leur arrivée sur place, on vient les chercher soit à la gare, soit à l'aéroport, et on les raccompagne aussi pour leur départ. Donc là, ils sont totalement pris en charge. D'accord. Et ça, c'est très important. C'est un peu comme une colonie de vacances pour mineurs. Voilà. Je veux dire, c'est dans un avec pays. des cours, mais effectivement, c'est ça. Et puis, pour le coup, pour nous, c'est là aussi la sélection de l'école du programme junior est très important parce que il est clair que nous, on veut un sérieux sur place qui soit qui soit vraiment très présent. Et puis, les parents comptent sur nous pour ça. Donc là, notre rôle est vraiment de vérifier ce qui se passe sur place, d'aller visiter les écoles, etc. Marie nous demande si là-bas on passe des tests. Alors en effet, quand on est étudiant, est-ce qu'on est testé au fur et à mesure de l'avancée du séjour linguistique pour voir les progressions? Et moi, j'ai envie de rajouter une autre question. Est-ce qu'on peut passer des tests connus? Je pense au GMAT, au TOEFL. Alors il y en a d'autres dans d'autres langues, le DEL, je crois, en espagnol. Est-ce qu'on peut passer des tests de langue? Est-ce que ça peut faire partie de la formule? Parce que c'est intéressant. On va pour se perfectionner et on revient en plus avec voilà, j'ai fait tant de points au GMAT, j'ai fait tant de points. C'est des choses que vous proposez aussi? Ça fait partie, oui, de ce que l'on propose. Donc, on propose différents types d'examens et de préparation à l'examen, puisque passer un examen, je dirais qu'on peut le faire partout, que ce soit en France ou à l'étranger. On peut s'inscrire directement sur les sites des organismes d'examen. Ce qui est important, ce qui va vraiment bien préparer la personne pour passer le dit examen, c'est d'avoir une préparation appropriée auparavant. Donc c'est ce que nous, on peut avoir dans le cadre de nos écoles. C'est-à-dire qu'effectivement, on propose des préparations plus ou moins longues selon l'examen et selon le niveau que l'on veut, au TOEFL, au GMAT, aux examens de Cambridge, donc First, Advanced, etc., au TOEIC, à l'IELTS. Enfin, tout ça peut se faire. Là aussi, toujours, je dirais, préparer au préalable, analyser au préalable avec l'étudiant
pour connaître un petit peu la motivation, pourquoi il souhaite faire ça. Alors bien sûr, on n'impose rien, hein, c'est-à-dire que si l'étudiant veut absolument passer un examen parce que pour lui c'est un moteur, c'est une motivation, ce qui peut se comprendre aussi. Hein. Alors à ce moment-là, effectivement, c'est bien de le faire et on a des préparations pour ça. Si c'est pas forcément utile pour l'objectif qu'il veut atteindre, on va lui suggérer effectivement que c'est pas forcément ce qu'ils devraient absolument faire et qu'il y a d'autres cours qui seraient aussi très bien pour eux. Ça, c'est important pour nous à ILS, c'est-à-dire que c'est de vraiment dire les choses. C'est-à-dire que si quelqu'un sans, comme je vous dis, imposer notre choix, mais en tout cas, ça fait partie du conseil. C'est-à-dire que si on pense qu'effectivement la durée, la destination ou le type de programme n'est pas forcément adapté à ce que la personne souhaite, on préfère lui dire que nous, on pense que tel programme, telle destination serait mieux. Oui, parce qu'en effet, si la personne n'a pas le niveau ou si c'est pour là-bas se sentir en situation d'échec, c'est dommage. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça aussi qu'on existe. Hein. On n'est pas juste là pour vendre un programme. On est là pour accompagner justement dans la prise de décision et pour choisir le bon programme. Alors, on a une autre personne qui nous demande, est-ce qu'on est nombreux par classe là-bas? Alors, on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas qu'entre étudiants français, hein, il y a des étudiants du monde entier. En moyenne, combien d'étudiants par classe? Alors, ça va dépendre du type de programme. Sur un programme de langue générale, on va être, je dirais, en moyenne 12, 13. Et puis après, il y a aussi des préparations justement aux examens ou de cours plus spécifiques où on va être moins. Et puis, on a des cours aussi de langue générale qu'on appelle mini-groupes, où là, on peut être jusqu'à 6 étudiants par classe, 6 personnes par classe. Et puis, on a la partie aussi cours individuel. Hein. Je crois que tout à l'heure, on parlait du cours chez le professeur. Qui est là, où on ne l'a peut-être pas suffisamment développé, parce que ça aussi un cours qui est un programme qui est assez intéressant, qui est là un cours en immersion dans la famille du professeur, qui est un professeur d'anglais, diplômé, qui est un programme chouette parce que c'est vraiment un programme à la carte. C'est-à-dire qu'on a un cours individuel qui va aller de 2 à... Le prof s'adapte à vos besoins. Voilà, totalement, de 2 à 6 heures par jour. Surtout, ce qui est important aussi, c'est qu'on est en immersion dans le pays, bien sûr, puisque ça se fait toujours dans le pays. Et puis, on choisit, on émet des critères, on choisit sa famille par rapport à ses centres d'intérêt. C'est-à-dire que ça s'adapte aussi à un jeune qui a 10-12 ans, parce que on va pouvoir avoir une famille qui a des jeunes de son âge, donc il va pouvoir faire des activités, partager les jeux des enfants de la famille, mais à quelqu'un qui a 20 ans, parce qu'on va choisir aussi par rapport à ses critères, etc. Et par rapport à quelqu'un qui veut faire un cours, par exemple business, un cadre, 50 ans. Donc ce type de cours est vraiment à la carte. Et là, on a un partenaire qui est vraiment sérieux, qui ne fait que ça dans le monde entier. Est-ce que c'est pour vous la formule la plus efficace, j'ai envie de dire, puisque d'avoir un professeur pour soi avec qui on échange, on vit dans sa famille, ça doit quand même être bon. Alors, il faut être motivé, il faut oui, c'est au ressenti aussi, mais c'est la formule la plus efficace, non? Oui, ça fait partie d'une des formules les plus efficaces, parce qu'effectivement l'immersion est totale, puisque la personne française est vraiment plongée dans la famille, par exemple canadienne, discute avec eux, partage ses activités, et puis il y a aussi la partie cours individuel qui, comme vous le disiez, s'adapte totalement au niveau de la personne. Donc effectivement, c'est très efficace. Maintenant, il faut que ça soit, faut que ça soit motivé par une personne qui souhaite être dans ce contexte-là. D'où encore le phénomène de pouvoir orienter telle ou telle personne sur tel ou tel programme par rapport à ce qui peut être le mieux pour elle. Justement, oui, c'est vrai que je suis intéressée par un de vos programmes que j'ai vu. On peut faire un séjour linguistique à Las Vegas. Je voulais un peu connaître les modalités, savoir comment il fallait faire. Plus sérieusement, est-ce que c'est sérieux un séjour linguistique à Las Vegas? Est-ce que parfois l'étudiant n'aurait pas tendance du coup à s'éparpiller? Je dis Las Vegas parce qu'évidemment ça fait rêver, mais il y a d'autres villes, je veux dire en Australie, pour les fans de surf ou que sais-je. Enfin voilà, il y a des choses qui peuvent un petit peu. Est-ce qu'il faut marier les deux? C'est-à-dire je vais à un endroit où je sais que je vais pouvoir faire des activités qui m'intéressent et en plus apprendre les langues, ou peut-être se dire non, va dans un endroit qui t'intéresse pas forcément, au moins tu seras concentré sur tes cours. Comment on choisit?
pour Las Vegas, je vous rassure, on ne demande pas un certain niveau minimum de poker ou de machine à sous. Alors c'est bon, je viens. C'est ouvert à tout le monde. Mais c'est vrai aussi que, là encore une fois, ça dépend de la personne. C'est-à-dire que le fait d'être à Las Vegas, par exemple, ça ne remet pas en cause le sérieux de l'école. C'est-à-dire que si quelqu'un souhaite faire des cours d'anglais à Las Vegas et souhaite aller à Las Vegas parce qu'il veut pouvoir de temps en temps aller au casino ou voir des spectacles de Las Vegas, très bien. Parce qu'il aura tout gagné sur les deux plans. C'est-à-dire qu'il pourra à la fois apprendre l'anglais sérieusement et puis faire des activités qu'il souhaite faire. Pareil pour le surf. Donc là, encore une fois, c'est en discutant avec les gens qu'on arrive à se rendre compte de ce qui sera le mieux, ce qui va le plus leur plaire, et ce qui va faire que tout va bien concorder et qu'ils vont bien apprendre l'anglais. Parce que si on aime les activités qu'on fait sur place, forcément, on va rencontrer des gens, des locaux, et on va discuter avec eux. Donc, on va être gagnant à tout point de vue. Là, j'ai Steven qui me dit « J'ai un bon niveau et je pars 1 an à l'étranger avec mon école déjà. Qu'est-ce que va m'apporter un séjour linguistique, sachant donc que c'est déjà un bon élève et qui maîtrise. Il n'y a que la langue pour vous dans un séjour linguistique ?» Alors, il n'y a pas que la langue. Par rapport déjà à ce qu'on disait avant, donc il y a le contexte aussi ville, région, pays, et puis il faudrait savoir le programme qu'il a choisi. S'il a choisi un programme de son niveau, tout à l'heure je vous parlais par exemple de ces programmes qu'on appelle Bridge Programme, de concilier de l'anglais plus un terme universitaire, de faire un combiné par exemple anglais sage entreprise, ou donc quelque chose qui amène un côté plus spécifique, donc qui va demander un niveau de langue plus important. C'est très bien. Maintenant, c'est vrai que si à la base le conseil n'était pas forcément adapté et qu'il se retrouve dans un cours de langue plus faible en tout cas que son niveau, ça ne va pas être passionnant. J'imagine qu'il était bien conseillé. Vous parliez de formules avec stage. Justement, il y a un internaute que c'est intéressé. Martial voulait savoir s'il y avait des formules où on pouvait en effet prendre des cours de langue et à côté faire un stage. En entreprise, évidemment, un stage professionnel, c'est des choses qui peuvent se faire, ça ? Ça peut se faire, exactement, ça peut se faire. On peut combiner tout à fait, souvent le minimum de cours que l'on demande parce qu'il faut arriver bien sûr dans un stage en entreprise avec un certain niveau de langue pour que le stage soit efficace et soit je dirais, pertinent pour la personne. Mais on peut combiner tout à fait un minimum de 4 semaines de cours avec, selon le pays, parce que ça dépend aussi après des visas selon le pays, avec 4 semaines de stage en entreprise dans un domaine que l'on aura choisi. Et ça peut se faire dans plusieurs pays, que ce soit dans les frontières européennes ou à l'extérieur. D'accord. Donc ça existe aussi. Dernière question. Je suis en situation de handicap. Alors, est-ce que pour les personnes qui sont en situation de handicap, est-ce qu'il y a des possibilités de réaliser quand même un séjour linguistique ? Est-ce que vous avez des formules adaptées Oui, il y en a. D'où l'importance de bien connaître les écoles avec lesquelles on travaille. Mais effectivement, il y a des écoles qui ont les infrastructures prévues pour une personne qui a un handicap. Donc ça on peut le faire. Par exemple, en effet, toutes les écoles n'ont pas... On a eu des demandes qu'on a pu donc qu'on a pu satisfaire, puisqu'il y a un certain nombre d'écoles, il y en a de plus en plus d'ailleurs, je dirais, qui sont prévues justement pour avoir des accès facilités et les infrastructures prévues pour ces personnes-là. Monsieur Brion, écoutez, je vous remercie. Je vois qu'il y a d'autres questions. Alors, c'est la fin de ce live là ce soir, mais je vous invite à retrouver Monsieur Brion en l'occurrence sur le stand AILS sur le salon Studirama des formations internationales qui a lieu le samedi 13 octobre de 10h à 18h à la Cité internationale universitaire. Vous y tenez un stand. Profitez du salon pour aller poser toutes les questions qui vous restent et que vous avez posées sur ce chat et que je n'ai peut-être pas eu le temps de poser à Monsieur Brion, donc n'hésitez pas et je vous donne rendez-vous pour un prochain live qui portera normalement sur le management sportif, le 23 octobre. Voilà, merci. Merci à vous.